Donc, messieurs les membres du jury, chers contradicteurs et chers publics virtuels, au début du XVIe siècle, alors que le monde s'apprête sans le savoir à connaître un véritable bouleversement devant la révolution scientifique amenée par Copernic puis Galilée, François Rabelais publie son célèbre Pantagruel. C'est dans ce fabuleux roman qu'il écrivit cette phrase qui participa à sa grande postérité « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Cette phrase conclut la liste de conseils que Gargantua a confiés à son fils, et étonnamment, au vu de l'œuvre et de la vie de Rabelais, cette lettre est emplie de références au sacré. Ainsi, Gargantua, à travers la plume de Rabelais, demande à son fils d'orienter son savoir et les connaissances qu'il acquérera dans tous les domaines vers le service de Dieu. Le célèbre auteur n'imaginait certainement pas la postérité incroyable qu'aurait cette simple maxime. Prélevée de son œuvre, cette phrase ressurgira au XXe siècle et apparaîtra alors comme une mise en garde d'un auteur qui fut en tout point en avance sur son temps. Tâchons toutefois de ne pas nous méprendre. Rabelais n'avait, lorsqu'il l'écrivit, probablement pas l'intention qu'on lui prête aujourd'hui. En effet, au XVIe siècle, lors de l'apparition de Pantagruel, la science n'avait pas les mêmes objectifs qu'aujourd'hui. Elle n'avait alors que rarement vocation à une application pratique. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est là, je pense, tout l'intérêt de cette citation. Son sens est évolutif et il semble que son écho soit aujourd'hui plus important que jamais. Tout d'abord, il apparaît bien difficile de définir les termes du débat qui va nous animer. Qu'est-ce que la science, la conscience, l'âme ? En dehors de leurs propriétés soporifiques, éprouvées par des générations d'étudiants en cours de philosophie, ces mots ont un sens bien précis. Ainsi, la science, au sens strict, correspond au savoir, à la recherche par l'homme de la vérité la plus objective possible. Dans le prolongement de la science, et relié à celle-ci par des liens de plus en plus complexes, dans une interdépendance toujours plus importante, on retrouve la technique. Ainsi, la science telle qu'on l'entend aujourd'hui a vocation à avoir des applications concrètes. Et c'est dans l'application de ces savoirs et de ces techniques que la conscience entre en jeu. La conscience correspond à la perception que l'on a de soi, des autres, mais aussi du monde qui nous entoure. La conscience correspond aussi à la faculté que peut avoir chaque être humain à porter un jugement de valeur sur ses propres actes. Très concrètement, la conscience nous permet de prendre en compte les impacts que peuvent avoir nos actions, leurs conséquences sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Alliée à l'idée que chacun peut se faire du bien et du mal, la conscience permet à l'homme de se donner à lui-même une discipline éthique et morale. En d'autres termes, la conscience permet à l'homme d'être le maître de son âme. L'âme. L'âme se différencie du corps, elle correspond au souffle vital. C'est l'essence même de ce qu'est chaque individu, c'est ce qui l'anime, ce qui l'individualise justement. Elle correspond... donc c'est ce qui permet à l'individu à chaque être humain d'être différent de son prochain. Pour reprendre les termes de ce débat, la ruine de l'âme est un état dans lequel l'être humain se déshumanise, une situation dans laquelle un être humain ne devient plus que l'ombre de lui-même et effectue des actes potentiellement immoraux. On ne compte plus les livres et les films qui mettent en garde contre les dangers de la science. Lorsque l'homme oublie toute idée morale et se lance dans une aventure scientifique sans se soucier des répercussions que cela peut avoir. Je pense notamment à La planète des singes ou encore au roman d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, qui permettent d'observer comment l'homme, lorsqu'il se lance dans une aventure scientifique, peut provoquer des dégâts considérables sur le monde qui l'entoure. J'ai pour ma part longuement hésité sur l'histoire que j'allais vous raconter. L'être humain semble en effet être passé maître dans l'art d'user de sa science à mauvais escient, provoquant ainsi de véritables cataclysmes. Hiroshima, Nagasaki, le réchauffement climatique, la montée des eaux, toutes sont des conséquences de l'utilisation de la science par l'être humain. Mais aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire d'une invention moins flamboyante, plutôt modeste, mais qui cependant a un retentissement conséquent sur notre monde et sur notre vie. Cette histoire, c'est l'histoire de John Silvan. Donc, John Silvan, c'est un grand fan de café, probablement le plus grand fan que la Terre ait jamais porté. Il finira même hospitalisé après avoir ingéré plus de 40 tasses de cette mixture en une seule journée. John Silvan a inventé la capsule de café. Ce sont ces petites capsules qui permettent d'obtenir rapidement et relativement discrètement du café chaque jour.
Cependant, ce concentré d'ingéniosité, dont fit preuve John Silvan, est en réalité la cause d'un véritable désastre écologique. En France, et seulement en France, il se vend chaque année plus de 500 millions de capsules de café, dont seulement 5% sont recyclables. Le calcul est rapide. John Silvan a été l'instigateur d'un véritable tsunami de plastique. John Silvan, aujourd'hui, a pris conscience de l'impact que ces actes ont eu sur le monde. Et c'est un homme, c'est l'âme en miettes que cet homme s'est réorienté vers l'élaboration de panneaux solaires. On peut se demander si peut-être John Silvan aurait dû prendre conscience, avant de créer son invention, des conséquences qu'elles auraient pu avoir sur le monde qui l'entoure. Ainsi, science sans conscience peut entraîner la ruine de l'âme. Mais on peut s'interroger. Cette mésaventure ne reflète-t-elle pas que le cas isolé d'un homme malchanceux, ou bien une science dénuée de toute conscience est-elle par nature provocatrice de la ruine de l'âme? Eh bien, je pense que oui. Cela revient à s'interroger sur l'usage que l'on veut faire de la science, de ce savoir que l'homme accumule, car, bien entendu, il n'est pas question de sombrer dans le catastrophisme, de cesser toute recherche scientifique et toute innovation. Non, simplement, comme l'a dit Albert Einstein, la science est un outil puissant, l'usage que l'on en fait dépend de l'homme, pas de l'outil. Ainsi, l'utilisation de ce puissant outil nécessite une ligne de conduite, un fondement auquel se référer dans l'usage que l'on compte en faire. Ces fondements peuvent être pluriels. Ce peut être une foi religieuse, le patriotisme, ou bien même un mécanisme froid et impersonnel comme le marché. Cependant, ces fondements seuls ne peuvent guider la science que vers un anéantissement moral, car en s'appuyant sur un fondement unique, un seul but, quel qu'il soit, sans jamais avoir conscience de ce qui nous entoure, la science ne peut amener que vers la destruction de l'âme humaine. Loin de moi, cependant, l'idée de faire du scientifique un être immoral, méchant, dénué de toute conscience. Il n'en est rien. Cependant, force est de constater que bien des scientifiques, à travers l'histoire, guidés par les intentions les plus nobles, ont péché par inconscience. Ainsi, nombreux sont ceux qui ont participé à la création de situations, de phénomènes totalement immoraux. Parce que la science, quelle qu'elle soit, en ce qu'elle permet de décortiquer le monde, de l'appréhender et de le comprendre, entraîne réciproquement, nécessairement, le risque d'être détourné et d'être souillé si l'on n'y prend pas garde. Pour moi, je finirai en martelant une dernière fois mon idée. La science est merveilleuse. Elle peut permettre et elle a permis à l'homme de réaliser des prodiges extraordinaires tout au long de l'histoire. Cependant, comme le dit Anatole France, la science ne se soucie ni de plaire ni de déplaire. La science est inhumaine. C'est pourquoi nous devons veiller chaque jour, en être âme et conscience, à ce que les avancées scientifiques d'aujourd'hui ne créent pas les désastres de demain. Je vous remercie. Chers membres du jury, chers contradicteurs et chers publics virtuels, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Contrairement à Rabelais, je vous répondrai que non. Science sans conscience n'est pas ruine de l'âme. Alors déjà, ce sujet m'a replongé tout droit dans mes cours de philosophie de terminale, car pour moi qui suis des études d'ingénieur, c'est ce genre de sujet qui nous faut réfléchir me paraît un peu loin. Donc comprenons d'abord bien ce que Rabelais entendait quand il disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En fait, je pense que la célèbre citation insinuait que la science, quand elle ne se soucie pas de la moralité, peut amener à des débordements. Autrement dit, pour lui, une telle science serait soit inutile, soit dangereuse ou néfaste au regard de l'humanité. Et je vais justement essayer de vous convaincre qu'il se trompe sur ce point. Et pour le coup, la science, c'est une discipline qui me connaît, parce que je pense bien être un des seuls à suivre un cursus majoritairement scientifique dans ce concours. Mais du coup, qu'on me dise que ce que j'étudie tous les jours est soit inutile, soit dénué d'humanité, ou vide de sens, me fait mal au cœur et touche un petit peu mon ego. Donc tout d'abord, je voudrais remonter à une époque quelque peu lointaine, où la science était attachée à la spiritualité et à la conscience. Donc ramenons-nous à l'époque médiévale, où toute forme de progrès scientifique était mal vue vis-à-vis soit de la religion, soit de la pensée publique. Et je pense notamment à Galilée, qui, dès son époque, au XVIIe siècle, avait réussi à prouver que la Terre tournait sur elle-même, qu'elle était ronde, et qu'elle tournait autour du Soleil, et qu'elle n'était pas
en revanche, le centre de l'univers. Et donc, à son époque, tous ses contemporains l'ont pris pour un fou, l'ont roulé dans la boue, l'ont contredit, et donc il fut condamné pour avoir dit cela. Et pourtant, je pense que, lors de son procès, il aurait aimé que l'on détache science et conscience, car il s'est appuyé sur des faits, sur des choses factuelles, sur la physique, la science, l'astronomie, des vérités mathématiques, des lois de l'univers. Et donc, son travail aurait dû, dès son époque, être admis pour seule vérité, et non le prendre pour un fou et le condamner ainsi. Donc je vous parle de Galilée, mais je pense que bon nombre de scientifiques se retourneraient dans leur tombe s'ils entendaient que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Posons cette question à Einstein, Pierre et Marie Curie, Newton, et j'en passe, parce qu'il y en a des centaines, voire des milliers. Ce sont tous des personnes, des humains avant tout, qui ont consacré leur vie à la science, tout en écoutant seulement les éléments, la physique, la chimie, l'astronomie, en écoutant donc des lois de l'univers, des choses mathématiques, des faits, et en mettant de côté toute interférence de la conscience ou de la spiritualité. Et donc je vais prendre l'exemple de la science médicale. Ne serait-ce pas une offense de dire à Pasteur ou à Fleming, deux scientifiques qui ont révolutionné la médecine et grâce à qui nous avons tous les outils médicaux modernes pour nous soigner quand le besoin se fait ressentir. Donc leur dire que leurs travaux ne sont que ruine de l'âme serait-il légitime? Seriez-vous prêt à abandonner toute la médecine moderne pour revenir à ces temps passés où l'on s'en remettait à Dieu pour guérir? Je ne pense pas. Et pourtant, ces scientifiques ont bien agi sans se soucier d'y ajouter ou non de la conscience. Ils ont agi par amour de la science et par l'objectif de rendre la vie des hommes, de la société, plus agréable et peut-être plus longue en pouvant les soigner quand ils le peuvent. Donc je vous parle ici de médecine, car c'est un cas concret et très important dans notre société actuelle. On a tous déjà été redevables à la médecine moderne, ou alors un proche, ou peut-être, sûrement, dans notre vie future, nous serons redevables de la médecine. Mais en réalité, une grande majorité des choses matérielles et des concepts qui nous entourent sont issus de la science. De là à dire que toutes les sciences sont sans conscience, ce serait un bien grand mot, et je ne veux pas affirmer cela. Mais je suis sûr que celles qui ont été faites sans se soucier de la morale n'ont pas été faites en vain, avec des effets soit médiocres, soit néfastes pour l'humanité. Certes, vous pourrez me citer des exemples pour me mettre face à mon erreur, en me citant notamment l'invention de la poudre à canon, l'invention des éléments de torture, ou encore l'invention de la bombe atomique. Et je ne nierai pas les conséquences dévastatrices de ces inventions. Mais à contrario, je peux vous exposer tous les bienfaits des sciences. Notamment, je vous citerai l'origine des espèces, publiée en 1859 par Charles Darwin, qui a permis à la société de l'époque et du coup actuelle d'en connaître plus sur les espèces qui nous entourent et la biodiversité en général. Mais il y a aussi Dimitri Mendeleïev qui en 1869 classifie les éléments dans le tableau périodique, qui fut une réelle avancée pour les scientifiques. Nous avons aussi Thomas Edison en 1879 qui a breveté l'ampoule électrique, donc qui a ajouté de la lumière sur Terre. Et plus proche de nous, il y a Yuri Gagarin, premier homme dans l'espace en 1961. C'est un des précurseurs, et c'est peut-être grâce à lui qu'un jour, nous irons coloniser Mars ou une autre planète de l'univers. Donc voilà, encore une fois, je pourrais aller plus loin, mais cela me prendrait la journée entière, voire plus. Selon moi, l'humanité tout entière a pu évoluer et se moderniser grâce à toutes ces recherches, ces expériences, ces études menées sans acquis de conscience à l'origine. Il ne faut pas oublier que tous ces scientifiques ont agi par amour des sciences, par amour de ce qu'ils faisaient, et dans l'objectif d'apporter des résultats pertinents à la société. Donc ce souci de conscience et de moralité dans les sciences est à manipuler avec parcimonie. Je vais reprendre pour cet exemple le célèbre Albert Einstein. Donc vous le connaissez sûrement comme celui qui a révolutionné la mécanique quantique avec sa très connue formule E égale mc2. Mais cependant, beaucoup moins de personnes savent qu'il est aussi un des pères de la bombe atomique. Parce qu'avec un collaborateur, une vingtaine d'années avant la Seconde Guerre mondiale, il a étudié la fission nucléaire, qui est donc le principe de base de la bombe atomique. Mais quand il a étudié la fission nucléaire avec son collaborateur, il était à 1000 lieues d'imaginer que ces études, ces recherches seraient utilisées plus tard pour créer la bombe atomique, qui a été aussi dévastatrice et meurtrière qu'on le sait, en tuant des centaines de milliers de personnes au Japon. Surtout quand on sait que Einstein était un fervent défenseur de la paix. Donc,
tout ça pour dire que Einstein, au début de ses recherches, avait l'objectif d'apporter des connaissances dans le monde, des connaissances scientifiques, mais en aucun cas il avait l'intention de créer la bombe atomique. Donc je pense que chaque scientifique a de base une volonté, non pas de faire du mal, donc n'a pas de mauvaise conscience en faisant leurs recherches. Ils ont l'objectif uniquement d'améliorer la vie humaine et d'augmenter les connaissances en termes scientifiques. Mais ensuite, leurs recherches peuvent être prises par d'autres personnes, d'autres humains, avec par contre qui ont une mauvaise morale et qui donc vont créer des conséquences néfastes à leur recherche. Donc je vous parle ici de grands scientifiques d'une autre époque, mais nous pouvons nous ramener à notre vie de citoyen lambda. Donc je voudrais aborder le cas de tous ces étudiants qui ont des bacs scientifiques et qui étudient les sciences actuellement. Admettre la citation de Rabelais reviendrait à dire à ces milliers de jeunes que leur vie, dès maintenant, alors qu'ils sont dans la force de l'âge, qu'ils ont moins de 23 à 25 ans, est vouée à n'être que ruine de l'âme, puisqu'ils étudient les sciences, puisqu'ils ne font en majorité que cela dans leurs études, que c'est leur prochain métier. Ce serait dire que leur vie va n'être vouée qu'à être ruine de l'âme. Honnêtement, vous ne trouvez pas ce terme fort, ruine de l'âme? Quand j'ai reçu ce sujet, j'ai été d'abord choqué par ce terme, ruine de l'âme. Je l'ai trouvé très puissant, qui insinue beaucoup de choses. On a l'impression que quand Rabelais dit ruine de l'âme, il insinue que nous sommes juste des coquilles à l'apparence humaine, mais totalement vides de sens, vides de pensée, d'émotion, de sentiments. On dit d'un ordinateur qui est dénué d'âme, d'une table ou d'un cadavre à la limite, mais pas d'un humain, et encore moins d'un jeune qui commence à peine sa vie d'adulte actif, je le pense. Et donc j'ai un exemple plus personnel, plus concret et plus récent, qui me vient alors en tête. J'étais ce matin même en TD de programmation linéaire. Alors je vous passerai l'explication de cette matière dans les détails, car cela importe peu. Mais comme vous l'avez deviné, il s'agit d'une matière purement scientifique. Et donc mon professeur, qui je sais est un grand professeur de mathématiques, de sciences, avec des connaissances dans son domaine énormes, il nous l'a déjà prouvé à plusieurs reprises, et je ne me serais pas vu à un seul moment pendant son cours lui dire que ce qu'il fait n'est que ruine de l'âme et n'apporte rien aux yeux de l'humanité. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il est inclus de la morale ou de la conscience dans ce qu'il nous a appris, dans ce qu'il nous a exercé. Il nous apprend, nous transmet ses connaissances en nous faisant appliquer des outils mathématiques, scientifiques. Cela reste très factuel, cela reste de la théorie. Mais est-ce pour autant ruine de l'âme? Me diriez-vous que ma matinée ne m'a été d'aucune utilité? Je ne le pense pas. J'ai appris des choses ce matin, j'ai développé des compétences, j'ai éveillé mon esprit, j'ai musclé mes capacités logiques et intellectuelles. Je me suis ouvert sur le monde scientifique de demain, sur des nouvelles connaissances. Donc non, cela n'aura pas été que ruine de l'âme, mon cher Rabelais. Merci de votre attention. Donc, vous avez évoqué lors de votre plaidoirie le fait que vous étiez étudiant en études d'ingénieur. Et donc vous avez évoqué le fait que durant vos études, à aucun moment, pas un seul instant, des questions de morale ou d'éthique ne sont appréhendées par vos professeurs ou même par vous et vos camarades. Cependant, cela me paraît étonnant. En effet, comme je l'ai dit dans ma plaidoirie, la science est un outil qui apparaît très dangereux. Et il semble, ma foi, extrêmement dangereux de chercher à la comprendre et à l'appliquer sans jamais faire rentrer dans cette application de données morales, éthiques, comprendre quels impacts elles pourraient avoir. Par exemple, dans votre plaidoirie, vous avez évoqué la science médicale. Vous avez évoqué le fait que cette science a permis et permet chaque jour à de nombreuses personnes de gagner plusieurs années d'espérance de vie. Cependant, justement, aujourd'hui, par la science, avec la science médicale, l'homme peut maintenir un homme en vie, quand bien même son cerveau n'est plus en état de fonctionner, quand bien même il ne pourra plus jamais fonctionner. Ainsi, il apparaît, ma foi, immoral de garder des corps sans âme, cette fois, en vie pour
pour différentes raisons, pour ne pas peiner des proches, etc. C'est pourquoi d'ailleurs le droit est venu prévenir ce genre de situation. La loi Leonetti de 2005 tend à condamner l'obstination déraisonnable de médecins cherchant à garder en vie des personnes condamnées pour condamner. Ensuite, vous m'avez parlé de différents scientifiques, de Charles Darwin, d'Einstein et d'autres, en évoquant le fait qu'ils ont simplement cherché à comprendre le monde, à décortiquer, à comprendre la réalité des choses, sans jamais faire rentrer d'idées morales ou éthiques dans leurs travaux. Simplement, comme je l'ai dit, c'est surtout dans l'usage de la science que la conscience est essentielle. Ainsi, les travaux de Darwin, s'ils ont permis à l'être humain de comprendre le monde et l'évolution, ont aussi permis au cours du XXe siècle, ont aussi servi au cours du XXe siècle, de fondement à certains régimes politiques comme le nazisme, qui ont, à travers les travaux de Charles Darwin, qui ont fondé leur hiérarchie des races sur les travaux de Charles Darwin. Ainsi, donc je finirai en répétant une dernière fois que ce n'est pas la science en soi, en tant qu'accumulation de savoir, qui peut entraîner la ruine de l'âme. C'est simplement dans son application, si l'on ne prend pas en compte des données éthiques, morales, si l'on n'essaye pas de comprendre quels impacts elle pourra avoir sur le monde, que cette science entraîne la ruine de l'âme. Je vous remercie. Donc vous me dites que pendant mes études d'ingénieur, on n'inclut aucune morale, aucune conscience dans ce que l'on fait. Alors je me suis peut-être mal exprimé lors de ma première plaidoirie. Ce que je voulais dire, c'est que quand on nous apprend des sciences, donc comme j'ai dit, c'est un cursus à majorité scientifique, donc quand on nous apprend les matières scientifiques, non, on n'y inclut pas de morale ou de conscience à proprement parler. On étudie des faits, des lois, des formules, etc. Mais évidemment, nous avons d'autres matières qui nous permettent d'apprendre justement la morale, d'apprendre toutes ces choses qui font de l'humanité ce qu'elle est, donc le respect, la politesse, etc. Plein de notions, de concepts que l'on apprend dans d'autres matières, donc à d'autres moments. La séparation entre science et donc l'aspect moral et l'aspect de la conscience est bien distinct entre ces différentes matières. Donc ensuite, vous dites que la science est un outil dangereux si on ne prend pas en compte la morale. Ce que moi je voudrais vous dire, c'est que tout d'abord, quand un scientifique se lance dans des recherches, je ne peux pas admettre que c'est à 100% du temps le cas, mais quand il se lance dans des recherches, c'est toujours dans un objectif précis. Et pendant l'histoire, ça a été très rarement dans un mauvais objectif, un objectif de créer des choses néfastes, de faire du mal à notre planète, de faire du mal à d'autres humains. Et ils ont toujours essayé de créer des choses utiles, de faire des recherches utiles pour l'humanité. Donc ensuite à ça, vous m'avez cité le problème de la science médicale, avec, comme vous l'avez dit, le problème de garder quelqu'un en vie alors qu'il n'a plus de cerveau, plus d'âme, comme vous avez dit. Cela peut poser un problème moral, je vous l'accorde, mais cela peut également réconforter, voire être très utile aux proches de la famille, qui évidemment ont les moyens de garder cette personne en vie, car comme on le sait, cela peut revenir à une grosse somme d'argent. Et je pense que ça peut justement apporter du bien à ces personnes. C'est toutes ces recherches qui ont permis de maintenir quelqu'un en vie alors qu'il n'a plus ses capacités cognitives et qu'il n'a plus son âme, entre guillemets. Je pense que ces proches, ça peut leur faire du bien et ça peut leur donner le temps de faire leur deuil et de laisser partir leur être cher qui est entre guillemets à moitié parti. Donc ensuite sur Darwin. Darwin avait donc classé les espèces, donc j'en reviens au même point. Il a classé les espèces pour pouvoir mieux connaître le monde qui nous entoure. À aucun moment il n'avait prévu et il n'avait anticipé le fait qu'un leader politique tel qu'un membre du parti nazi hiérarchiserait la race humaine à l'intérieur même des humains. Il n'avait jamais prévu ce
ce biais fait à partir de ses recherches. Il voulait juste ouvrir la connaissance humaine sur la diversité des espèces, la biodiversité que compose la planète Terre. Voilà, je vous remercie.